Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite des Faux monnayeurs d'André Gide, la présentation du roman. Le roman d'un roman. Cette formule est justement lancée par le romancier Édouard au moment où il parle de l'œuvre qu'il projette sous le même titre que celle de Gide. Étonnante rencontre, les Faux monnayeurs ne sont, en effet, que le roman d'un roman en train de s'écrire. Édouard, qui est au cœur de l'action, pense une action identique développée dans son cerveau par des personnages exactement confondus avec ceux d'André Gide. Citation, et c'est là le sujet principal, le centre nouveau qui désaxe le récit et l'entraîne vers l'imaginatif. Quand Édouard avoue qu'il n'écrira jamais son livre, mais que peu lui importe, l'écrivain réel exprime symboliquement, par ce biais, sa pensée profonde sur le genre auquel il s'applique. Le roman, nécessairement voué à l'échec, puisqu'il prétend restituer la complète vérité de la vie, n'est intéressant que par les problèmes techniques nés de cette tentative. Or, Gide est lui-même en train d'introduire une innovation technique capitale sur la voie de l'éternel nouveau roman. Avantage de la bâtardise. Je vais vous lire un extrait des Faux monnayeurs, partie 1. Après de longues hésitations pour l'attaque de son œuvre, Gide a heureusement découvert l'amorce qui révèle le mieux de ses intentions. Bernard, qui s'est cru jusqu'ici le fils du juge profitant-Dieu, vient de découvrir sa bâtardise, au prix d'une de ses indiscrétions chères au héros gidien. Désormais libre comme l'œuf Cadio, il pourra plus sérieusement que celui-ci conquérir sa propre voie. La première page du livre est une réussite. La vie est là, dans son élan, toute la famille profitant-Dieu est présentée. Les abondantes notations psychologiques révèlent immédiatement chez un très jeune homme la lucidité, le jeu avec soi-même, le besoin d'attitude, le cynisme naïf, l'ironie. C'est le moment de croire que j'entends des pas dans le corridor, se dit Bernard. Il releva la tête et prêta l'oreille. Mais non, son père et son frère aîné étaient revenus au palais. Sa mère en visite, sa sœur à un concert, et quant au puîné, le petit Caloube, une pension le bouclait, au sortir du lycée, chaque jour. Bernard Profitant-Dieu était resté à la maison pour potasser son bachot. Il n'avait plus devant lui que 3 semaines. La famille respectait sa solitude, le démon pas. Bien que Bernard eût mis bas sa veste, il étouffait. Par la fenêtre ouverte sur la rue n'entrait rien que de la chaleur. Son front ruisselait. Une goutte de sueur coula le long de son nez, et s'en alla tomber sur une lettre qu'il tenait en main. Ça joue l'alarme, pensa-t-il, mais mieux vaut suer que de pleurer. Oui, la date était péremptoire, pas moyen de douter. C'est bien lui, c'est bien de lui, Bernard, qu'il s'agissait. La lettre était adressée à sa mère, une lettre d'amour vieille de 17 ans, non signée. Que signifie cette initiale? Un V, qui peut aussi bien être un N? Si est-il d'interroger ma mère? Faisons crédit à son bon goût. Libre à moi d'imaginer que c'est un prince. La belle avance si j'apprends que je suis le fils d'un croquant. Ne pas savoir qui est son père, c'est ça qui guérit de la peur de lui ressembler. Toute recherche oblige, ne retenons de ceci que de la délivrance. N'approfondissons pas. Aussi bien j'en ai mon suffisant que pour aujourd'hui. Bernard replia la lettre. Elle était du même format que les 12 autres du paquet. Une faveur rose les attachait, qu'il n'avait pas eu à délouer, qu'il refit glisser pour ceinturer comme auparavant la liasse. Il remit la liasse dans le coffret et le coffret dans le tiroir de la console. Le tiroir n'était pas ouvert, il avait livré son secret par en haut. Bernard assujettit les lames disjointes du plafond de bois, que devait recouvrir une lourde plaque d'onyx. Il fit doucement, précautionneusement, retomber celle-ci, replaça par-dessus deux cannes de candélabres de cristal et l'encombrante pendule qu'il venait de s'amuser à réparer.